Bonjour à tous, merci d'être là. Vous pouvez réagir en direct dans le chat qui est prévu à cet effet et nous tâcherons de répondre à vos questions avec nos invités à la fin des échanges consacrés aujourd'hui au marché du livre audio. En France, le livre audio se développe à son rythme. Selon la dernière étude du Centre national du livre sur les Français et la lecture, le nombre d'utilisateurs de livres audio a presque doublé depuis 2017. En 2023, près d'un tiers des Français, 30% exactement, ont déjà écouté un livre audio, contre 18% il y a 6 ans. Évidemment, c'est chez les jeunes de moins de 35 ans que la pratique est la plus répandue, un public très connecté, et cela impacte le marché du CD, qui décroît forcément, le support CD n'étant plus qu'utilisé que par 23% des éditeurs de livres audio. Alors, dans ce contexte, comment réagissent les éditeurs pour participer au développement du marché du livre audio? Et surtout, quelle place peuvent prendre les libraires dans cette chaîne spécifique? Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Lévy-Soussan. Bonjour, vous êtes la présidente directrice générale d'Audiolib, la filiale d'Hachette. Fabrice Fontaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de L'Île-Moi, une jeune maison d'édition qui publiera son 8e titre en juin et surtout qui a développé une technologie avec un QR code sur un marque-page. On y reviendra. Et enfin, Jérémy Heim, fondateur des éditions Le Penseur, également créé comme L'Île-Moi en 2019. À ce jour, vous avez 13 titres au catalogue et vous sortez votre premier livre audio en juin. On va en reparler. Merci à vous d'être là. Un poids lourd du marché et 2 acteurs émergents, pour ne pas dire prometteurs. Il nous a semblé intéressant d'échanger avec vous pour voir les problématiques que vous avez en commun et vos spécificités, bien évidemment. Valérie Lévy-Soussan, je me tourne vers vous parce qu'Audiolib, on ne le présente plus, c'est 190 sorties, en tout cas cette année, c'est presque 200 par an de livres audio. Vous êtes l'un des pionniers de l'édition du livre audio en France. J'ai rapidement évoqué l'état du marché. Quel regard vous portez sur l'évolution de ce marché du livre audio en France ? Alors, je trouve que c'est très intéressant parce que je ne dis pas qu'il y a une révolution, parce que la révolution, on l'attend déjà depuis des années, mais je dis qu'il y a un vrai développement et je pense qu'on est sur de bons rails, notamment parce que la lecture audio se développe chez les jeunes. Donc, chez un public qui, par ailleurs, dans les études, on sent qu'il s'éloigne un petit peu de la lecture traditionnelle. Donc, voir qu'on peut garder dans l'univers du livre des jeunes, c'est-à-dire voilà, moins de 25 ans ou moins de 35 ans maintenant, c'est quelque chose de très réjouissant et surtout de très prometteur. Voilà, donc ça c'est important. Et par ailleurs, effectivement, donc ça se développe et ça se développe beaucoup. On n'est pas encore à la hauteur de d'autres pays, des pays d'Europe du Nord, des pays anglo-saxons, etc. Mais je veux dire, le rythme est important. Maintenant, effectivement, ce qui complique un petit peu les choses, c'est que voilà, les librairies et le CD, enfin les libraires qui traditionnellement vendaient du CD, le CD est un support qui est un peu en déclin, quoique quand on voit que le vinyle revient et que le CD en fait en musique voilà, redémarre, on ne sait jamais. Mais voilà, le CD est un peu en déclin, mais c'est intéressant de voir quelles problématiques ça pose et pourquoi c'est important aussi que le livre audio ait toute sa place en librairie où il y a des lecteurs. Et vous avez un petit mot général à ajouter, vous, quand vous êtes lancé dans le livre audio il y a quelques années, c'était un petit peu aussi... Alors il est clair, moi, ce qui m'a poussé vers le livre audio, c'est effectivement mon amour de cet objet et d'abord le fait que j'étais un grand auditeur de livres audio, et notamment grâce à Audiolib. Ce qui me paraît intéressant, oui, c'est de remettre effectivement le libraire, qui est quand même le meilleur préconisateur. Et moi, petit, jeune éditeur, j'ai effectivement envie de pouvoir aller convaincre des libraires de m'aider à vendre des livres audio. Voilà. Et c'est entre autres pour ça qu'on a mis en place un dispositif que vous avez évoqué, de marque-page avec un QR code numéroté. Donc ça permet à la fois un accès extrêmement simple à l'auditeur, parce que sans création de compte,
sans abonnement, sans paiement. On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Aussi, vous, votre regard sur le marché du livre audio, pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé de manière très générale C'est vrai que moi, quand je me suis lancé dans le livre audio, c'était pas par rapport à un marché en particulier, mais c'était plutôt par rapport à une intention éditoriale. Les livres que j'édite sont pour moi des voix. Je me fais porteur de voix. Et il était cohérent dans la ligne et dans le projet en soi de la maison d'édition d'aller chercher aussi par le son une façon de raconter ces histoires-là. Un autre médium pour faire entendre la parole de mes auteurs et de mes autrices. Voilà pourquoi en fait je m'engage dans ce créneau. Génial, on voit 3 approches différentes. Vous avez évoqué, Valérie, l'accès à la jeunesse, c'est important. C'est l'un des titres aussi que vous voulez nous présenter, qui est pour tout le monde, mais aussi pour la jeunesse. Le premier, c'est Atlas, le 8e tome des 7 sœurs de Lucinda Riley, écrit par son fils, et va sortir. C'est sorti en numérique en même temps que la sortie mondiale la semaine dernière, et ça fait un carton. Présentez-nous Atlas, l'histoire de Pas Salt. Alors ça, typiquement, je veux dire, s'associer à la sortie mondiale d'un livre, je veux dire, c'est aider à attirer l'attention sur aussi le livre audio. Ça demande une grande complicité avec l'éditeur, hein, mais on fait partie d'un dispositif, et justement l'éditeur, les éditions Le Duc, une filiale d'Albin Michel, enfin les éditions Charleston, pardon, sont vraiment très attentifs à pouvoir toucher tous les lecteurs et les lectrices. Vous avez parlé de jeunesse, on n'est pas dans la prime jeunesse, c'est pas un livre jeunesse, mais c'est un livre que à peu près tout le monde peut lire. Cette série des 7 sœurs, c'est un phénomène et qui a été notamment amplifié par les parutions au format de poche. C'est le page turner dans toute sa beauté, quoi. C'est-à-dire que c'est bien fait, il y a une trame, il y a un suspense, il y a une trame narrative, il y a toujours un contexte historique. On va suivre effectivement des sœurs qui ont été toutes adoptées par ce mystérieux milliardaire qui est pas Salt, qu'on ne voit jamais pendant 8 tomes, enfin pendant 7 tomes, mais dont on entend beaucoup parler, et qui vont aller à la recherche de leurs origines. Et là, ce 8e tome, puisque malheureusement Lucinda Riley est décédée il y a quelques années, c'est c'est sa famille, son fils, son mari qui ont repris ça, et on a donc l'histoire du milliardaire Pas Salt. Donc tous les lecteurs qui ont été tenus en haleine pendant 7 tomes, vont découvrir, et c'est quelque chose d'extrêmement bien écrit, entraînant, et à l'audio, et ça c'est aussi une des qualités de l'audio, c'est que très souvent quand on commence ce genre de livre, on peut plus s'arrêter, mais à l'audio c'est encore plus prenant, il y a des émotions, c'est extrêmement vivant. Voilà, donc et justement cette série, donc, vous l'avez dit, c'est un phénomène mondial, en France évidemment, depuis sa création en 2015. Est-ce que vous, au niveau de l'audio, cette série, elle a aussi fonctionné par rapport aux autres, moins bien, mieux? Est-ce qu'on voit quelque chose sur la partie audio de cette série? Alors, nous, on n'a pas suivi la série depuis le début. En fait, on a racheté les droits. Maintenant, on a racheté les droits peu à peu parce qu'elle avait été faite effectivement directement par une plateforme. Voilà, puis ça se vendait bien. Et à partir du moment où c'est devenu un phénomène, on a pu récupérer les droits. Et on a réenregistré les titres qu'on sort comme ça. Donc pour nous, chez Audiolib, c'est assez récent. On a commencé à sortir les titres en décembre dernier. Et là, on les sort à la fois en numérique et en physique. Donc là, en librairie, on va avoir le premier volume et le 8e volume en même temps, puis on aura le 2e volume après, etc. Mais on voit déjà qu'en numérique, je veux dire, les ventes sont très conséquentes. Il y a un frémissement. Oui. Justement, est-ce que, selon vous, un best-seller écrit fera ou fait forcément un best-seller en audio? Il a de grandes chances, oui. Parce que c'est aussi
en numérique, que ce soit en numérique ou en librairie. Bon, si je prends des Pierre Lemaitre ou des Jean-Christophe Granger, voilà, l'auteur est connu, les gens, en fait, même si la voix est très importante et la qualité est très importante, mais les gens, pour choisir un livre audio, ils vont d'abord choisir un auteur ou un sujet. Voilà. Et donc, s'ils ont entendu parler de l'auteur ou s'ils le suivent et tout, bien sûr, ils vont avoir envie de le découvrir, y compris à l'audio. Donc, des gens comme Pierre Lemaitre, comme Guillaume Musso, comme Aurélie Valognes, comme Virginie Grimaldi, Fred Vargas et tout, ce sont des noms qui sont très connus. Je pourrais en citer d'autres. Voilà, mais ce sont des noms qui sont très connus et ça fera de bonnes ventes à l'audio. Voilà. Vous parliez de Jean-Christophe Granger, évidemment, il a publié en mai Rouge Karma, et là vous le diffusez à l'audio, pardonnez-moi l'expression, en juin. Ce décalage, vous en parliez, il est nécessaire, il est bon pour le marché ou... Pour la version numérique, on essaye d'être vraiment en simultanéité. On essaye dans la mesure du possible aussi en CD, d'être en même temps en librairie. Maintenant, c'est pas toujours possible puisque il faut prendre du temps pour imprimer les CD. Il y a des temps de réunion commerciale pour aller voir les représentants, qu'il faut que le programme soit prêt, etc. Donc, de temps en temps, on a des petits décalages. On essaye qu'il ne soit pas trop grand. Il peut nous arriver aussi de sortir un livre audio au même moment que la sortie du livre de poche. Si le livre, par exemple, je sais pas, le programme était complet ou le livre a fait sa vie un petit peu après, on va dire, voilà, on va profiter de la sortie du livre de poche. L'idée, c'est vraiment de profiter de temps de médiatisation ou des moments où on parle du livre pour pouvoir être présent aussi à l'audio, aussi pour pouvoir faciliter le travail des libraires ou des plateformes qui vendent souvent à la fois de l'audio et du livre numérique ou du CD, etc. Vous avez évoqué tout à l'heure Aurélie Valognes, là aussi L'Envol, c'est paru en mars 2023. On a d'ailleurs un extrait audio, me semble-t-il, ça permettra de se rendre compte de votre production et on en parle tout de suite. On écoute L'Envol, lu par Aurélie Valognes elle-même et Françoise Cadol. L'Envol d'Aurélie Valognes, lu par Françoise Cadol et Aurélie Valognes. Lily a rapidement été prête à aller à l'école. Je me souviens qu'elle avait une telle soif d'apprendre qu'elle dormait avec son cartable sous l'oreiller. Les enfants pouvaient rejoindre la petite section dès 2 ans et demi s'ils étaient nés entre le 1er janvier et le 31 mars. Lily est née le 1er avril. Alors, elle a attendu. Cela a été la première grande injustice de ma vie, à 1 jour près. Et ma mère, qui n'a rien fait, elle a été docile et sage, à suivre les règles, comme toujours. C'était la première fois que l'on me disait non. Et je reste persuadée qu'il y avait un moyen. À se demander si ma mère a vraiment essayé. J'ai tenté, insisté. Mais à chacun de mes arguments, il y avait une contre-offensive. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Personne ne l'a fait. Et alors? Elle est trop jeune. Pour 1 jour, il n'y a pas de différence de maturité. Les enfants trop jeunes ne sont pas prêts. Elle, je peux vous le dire, elle est prête. Prenez-la à l'essai, vous verrez. Elle est même déjà propre. Madame. Les voix de Françoise Cadol et Aurélie Valognes qui lisent L'Envol, le dernier livre best-seller d'Aurélie Valognes, paru en mars 2023. Valérie, avez-vous fait évoluer vos techniques de production de livres audio ces derniers temps? Ça fait depuis 2008 que Audiolib existe. Alors, en termes de techniques de production, je dirais pas vraiment. On travaille toujours depuis l'origine avec des studios de taille modeste. Très souvent, c'était 1 ou 2 créateurs, donc c'est des studios son. Et ce qui a évolué, c'est la quantité, le volume, donc l'organisation que l'équipe a dû adopter pour pouvoir produire tous ces titres et les lire et choisir les voix, etc. Mais je dirais qu'en termes de technique, on se repose vraiment sur les comédiens, sur les ingénieurs du son. Et finalement, je pense que ça n'a pas énormément évolué. On
essaye bien sûr d'être le plus efficace possible. Et dans le choix des voix, je dirais que là encore, il y a peut-être de plus en plus de comédiens qui ont envie d'écouter, de faire des livres audio, d'enregistrer les livres audio. Et je crois que c'est quelque chose qui plaît de plus en plus aux comédiens. C'est un exercice très particulier, on est dans une cabine, seul, c'est un exercice au long cours. On ne peut pas se reprendre toutes les phrases comme au théâtre ou comme quand on fait, ou surtout comme au cinéma. C'est vraiment, il faut s'approprier le livre, il faut se lancer dedans. Et c'est pour ça que c'était intéressant d'écouter cet extrait où on voit à la fois, on entend à la fois l'autrice, qui n'était pas une professionnelle, mais c'est un livre très personnel, c'est un livre très fortement autobiographique sur son côté transfuge de classe, sur son parcours et sur la façon dont elle peut quitter à la fois son milieu d'origine et sa mère, et la mère qui est jouée par une grande comédienne, Françoise Cadol, parce que jouer deux voix avec des registres très différents, avec des âges très différents, un comédien chevronné peut le faire, mais c'est compliqué de passer d'un registre à l'autre. Et donc on a l'autrice et une comédienne qui joue la mère et la fille, et ça donne un très bon, un résultat très, très intéressant. Je sais qu'on va en reparler là-dessus sur la production avec vous. Pour rester sur votre production d'Audiolib, Valérie, finalement, vous produisez, donc je l'ai dit, environ 200 livres audio par an. On connaît la part de livres audio sur l'ensemble de la production qu'on peut estimer à 60 000 de titres. Non, on pourrait le calculer, la part annuelle de livres. Non, elle est de moins, à mon avis, elle est de peut-être 2%, quelque chose comme ça. C'est encore très faible. Et il y a toute une partie de l'édition, parce que dans ces 60 000, il y a aussi, il n'y a pas que de la littérature, il n'y a pas que, littérature, documents, il n'y a pas que de l'édition grand public, il y a aussi d'autres formes d'édition, mais plus techniques, etc. Mais c'est encore, il doit peut-être se faire peut-être 2000, je sais pas, 1500 à 2000 livres audio par an, peut-être. Oui, sur 60 000, ça fait une marge, et une marge de progression. On ne voit pas de baisse, évidemment, on est dans un secteur qui produit de plus en plus. On ne voit pas de baisse de production. Il y a peut-être des éditeurs qui produisent moins de CD, parce qu'effectivement, en librairie, on y reviendra peut-être, on y reviendra, je crois qu'à la fin, le marché du CD est plutôt en déclin, y compris pour la jeunesse. Bon, c'est remplacé par d'autres formes, et je pense qu'on en reparlera après. Mais donc il y a des éditeurs qui ont un petit peu renoncé à faire du CD, et d'autres qui continuent à proposer, comme nous, des CD en librairie. Là, on tient à faire un catalogue, des CD d'extraits, donc c'est des façons un petit peu traditionnelles de mettre en avant le livre audio auprès d'un public de libraires et de médiathèques. Toujours ce lien avec le physique. C'est le cas aussi, vous l'avez en CD, le Bureau des éclaircissements des destins. Tout à fait, de Gaël Nohan. On le sort là en CD en juin. En numérique aussi, je crois qu'il est peut-être juste déjà sorti. Et ça, il a eu le Grand Prix RTL. C'est un livre que nous, on a découvert en coup de cœur. En plus, Gaël Nohan, on avait déjà fait des livres d'elle, notamment un magnifique livre sur Desnos. Et là, on y croit, on l'a publié, il a eu un prix, donc du coup, il va avoir une vie en livre audio à la fois en librairie et en numérique. C'est un magnifique livre enquête historique. Je vous propose d'en écouter un extrait, c'est lu par Anne Le Coutour. Le sort de dizaines de millions de personnes s'est joué ici. Celles qui ont fui, celles qui ont été prises ou se sont cachées, celles qui ont résisté, celles qu'on a assassinées ou sauvées in extremis. Et puis, il y a l'après-guerre. Des millions de personnes déplacées.
De nouvelles frontières, des traités d'occupation, des quotas d'immigration, l'échiquier de la guerre froide. Tu devras apprendre tout ça, devenir savante. Plus tu maîtriseras le contexte, plus tu réfléchiras vite. Le temps que tu gagnes, c'est la vie de ceux qui attendent une réponse. Et cette vie est un fil fragile. Après la visite, elles avaient eu envie de prolonger la rencontre. La plupart des employés étaient partis. La chaleur douce de la fin d'après-midi enveloppait le perron et le parc. Eva lui avait offert une cigarette et elles avaient fumé en déambulant sous les arbres. Si tu ne t'enfuis pas tout de suite, tu devras passer l'entretien final avec le directeur. Des éclaircissements des destins de Gaël Nohan, lu par Anne Lecoutour. Ces voix, justement, vous allez les chercher comment? On va en parler de la voix avec Fabrice de Lillemois, mais vous avez un studio dédié. On travaille avec plusieurs studios qui eux-mêmes sont en lien avec beaucoup de comédiens. Voilà. Et donc ce sont eux qui nous proposent des voix. Maintenant, effectivement, avec l'historique qu'on a, on a beaucoup de comédiens qu'on connaît, on sait ce qu'ils aiment, on sait sur quel type d'ouvrage on pourrait les faire travailler. Donc il y a une question, voilà, de trouver à la fois un comédien qui aura envie de lire un livre, et donc on a effectivement de grands répertoires de voix. Les studios en ont. On renouvelle aussi beaucoup les comédiens. Bien sûr, on a des comédiens fétiches, des grands lecteurs, des grandes voix. Chez nous, Féodor Atkin, Thibaut de Montalembert, enfin il y en a qui sont plus connus que d'autres, mais on en a beaucoup, et pour chaque livre audio, on va faire un casting spécifique. Ou alors on dit, ah bah tiens, ça, ce titre-là, c'est pour un tel, parce qu'on sait qu'il aime, qu'il y a un bon fit avec l'auteur. Mais donc cette partie-là est une partie très, très importante. Et là, vous avez entendu effectivement un extrait, et Anne Lecoutour, je crois qu'on n'avait encore jamais travaillé avec elle, et c'est vraiment une très belle voix. Et vous avez vu aussi l'amplitude, enfin, elle peut faire des choses un peu jouées, faire marquer des différences de voix, et puis d'un autre côté être un petit peu en retrait et laisser vraiment, voilà, le texte et l'histoire être en avant. Donc c'est aussi très important le travail avec les studios de son, les studios de production sont très importants pour justement qu'on dise un peu ce qu'on attend. On va très souvent, l'équipe va très souvent aux enregistrements, au lancement pour justifier. On peut pas évidemment être là tout le temps, mais la plupart du temps, oui, on est là au lancement, on vérifie les intentions par rapport à notre lecture, etc. Donc c'est vraiment cette partie-là qui est importante aussi, qui prend du temps. Enfin, voilà, c'est... Il y a une question sur le chat, n'hésitez pas et évidemment à les poser justement. Est-ce qu'il y a des livres audio qui sont spécifiquement, qui ne sont exclusivement qu'en livre audio, où on part forcément d'un livre écrit? Ben, écoute, actuellement. Je crois qu'il y a de la création originale, et notamment, bon, il y a du podcast, il y a des choses comme ça, il y a des créations originales, mais quand on parle de livre audio, en général, c'est vraiment la lecture d'un livre à l'audio. Si le livre n'existait pas avant, ça se passe aussi beaucoup dans la jeunesse. Dans la jeunesse, il y a beaucoup de livres qui sont des contes et qui sont des formes qui vont être conçues pour l'oralité. Voilà, donc en édition audio adulte, je crois que c'est un peu moins souvent le cas, aussi parce que c'est compliqué de créer à la fois, de faire vivre à la fois un texte nouveau, un auteur nouveau et une forme sonore. Mais c'est pas du tout possible. Mais c'est vrai que quand on parle de livre audio, en général, c'est un livre, ça a été écrit, voilà. Et c'est le cas avec le dernier extrait audio de chez vous, Audiolib, qu'on va vous faire écouter. C'est le Magicien de Colm Tóibín, traduit de l'anglais par Anna Gibson au niveau de l'écrit. On écoute tout de suite un extrait. Le Magicien de Colm Tóibín, lu par Thierry Blanc. Le deuxième mouvement toucha à sa fin, et Thomas jura que désormais, il allait aiguiser son écoute,
empêcher son esprit de vagabonder de façon oiseuse. Il s'efforça de ne pas remarquer le départ de Nelly. Dans son souvenir, ce quatuor de Beethoven était triste et même funèbre par endroits. À présent, il constatait avec surprise qu'en dépit de la mélancolie sous-jacente, l'interaction des instruments, si vive, si variée, le rendait stimulant. La souffrance était enfouie dans chaque note, mais il y avait aussi un autre aspect, presque plus puissant. La sensation d'une beauté inaltérable qui soudain s'élevait, comme surprise de sa propre vigueur, pour se transformer en un son tel qu'il cessa de réfléchir. Cessa de chercher un sens à la musique et se contenta de l'écouter, en laissant son esprit absorber ce qu'on lui offrait. La voix de Thierry Blanc qui lit Le Magicien de Colm Tóibín. Valérie, processus de sélection pour être édité chez Audiolib, quel est-il ? Alors en fait, pour être édité chez Audiolib, il faut déjà avoir été publié. Donc comme je disais, puisque nous on fait vraiment du livre audio, on ne fait pas de création originale, même si ça nous est arrivé par le passé, notamment dans la méditation, un peu le développement personnel. Là, on a fait des œuvres originales, mais sinon, il faut d'abord avoir été publié. Et puis, voilà, les éditeurs nous envoient leurs programmes, on lit les livres. Et puis on les sélectionne. Alors bien sûr, on est un peu abonné au livre à succès, puisqu'on sait que c'est ça déjà d'abord que les gens vont demander. Mais après, on a une équipe éditoriale assez diverse et on choisit en fonction aussi de nos coups de cœur, de certaines thématiques aussi. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose d'important et on assume aussi une bonne part de subjectivité, quoi. Mais par exemple, on a parlé beaucoup de romans, et ça c'est une biographie romancée de ce qu'on vient d'écouter de l'auteur Thomas Mann. On a parlé beaucoup de romans et de fiction, etc. Mais il y a aussi, dans la sélection des titres, toute une partie de non-fiction, de documents, d'essais, etc. Et là, on est sur le bord, ça pourrait être, c'est pas un essai biographique, c'est vraiment une biographie romancée, mais on a beaucoup de biographies, d'histoires, on va aller chercher des thématiques et des choses qui fonctionnent très bien, des manuels de culture générale, un livre qui est le pouvoir rhétorique, pour apprendre à s'exprimer. Enfin, il y a beaucoup de sujets, et notamment actuels, sur l'écologie, sur le féminisme, etc., qui requièrent notre attention, et on a envie, en fait, nous, de montrer un peu la diversité de l'offre éditoriale. Et bien justement, voilà. cette diversité, on va la voir aussi avec vous, Fabrice Fontaine. Vous avez fondé Lis-le-moi en 2019, première parution en 2022. Un peu plus tôt en fait, mais il vous a pas échappé que 2019 c'était juste avant un petit événement pandémique, et donc on a démarré nos opérations, on va dire, en continu. Notre activité continue, elle démarre en réalité en 2022, mais on avait fait quelques parutions auparavant. Alors, avant d'y venir, moi j'aimerais qu'on voit votre parcours, parce qu'il est plutôt singulier. Vous étiez dans l'informatique, oui. Vous avez travaillé pour les Pages jaunes. C'est une autre forme d'édition, n'est-ce pas ? Exactement, et vous êtes un grand fan de théâtre que vous pratiquez au niveau amateur. Et c'est un peu tout ça qu'on retrouve dans Lis-le-moi, non ? Racontez-nous rapidement. En effet, c'est cet amour de la voix, on va dire, que j'ai d'abord connu sur scène en faisant énormément de théâtre, et puis ensuite en faisant un peu de mise en scène dans ce type de cercle. Et puis donc ma rencontre avec le livre audio, qui m'a fait dire au fond ce que j'aime le plus dans le théâtre, c'est la voix, c'est parler ou diriger un comédien. Donc au départ, je me suis presque posé la question d'être juste narrateur, et puis j'ai regardé un petit peu ce métier d'éditeur, comment ça fonctionne, à qui m'adresser, etc. Et je me suis rendu compte que tout me plaisait là-dedans finalement, la direction d'acteur, la technique, parce que je viens un petit peu de la technique, la diffusion, les plateformes, voilà. Et en fait, tout me plaisait, et je me suis dit, je me lance, allez, je fais la totale, et je crée ma maison d'édition. Voilà. Et évidemment, spécifique au livre audio, vous... Alors, absolument. On fait exclusivement du livre audio, dans le sens où, vous le disiez Valérie, c'est-à-dire qu'on part de livres imprimés, voilà.
on n'a pas, nous, forcément la primeur d'être... voilà, on n'était pas au départ proche d'éditeurs, donc on est parti effectivement de fonds existants. C'est notamment le cas de ce qu'on a fait avec Slatkin, donc de livres dont je vais parler. Ouais. Donc vraiment des coups de cœur, oui, absolument, des livres essentiellement littérature contemporaine. Justement, vous les choisissez comment, vos livres audio? Qu'est-ce qui vous... Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est éventuellement de pouvoir, au travers du livre, apporter un petit plus dans le livre audio. C'est le cas notamment d'un livre comme Château Charbon, qui a été lu par l'auteur, donc Yasha Brin, c'était son premier roman, il était édité chez Slatkin, qui avait attiré notre attention sur ce roman et qu'on a vraiment adoré. Donc c'est une écriture extrêmement moderne, rapide, c'est un roman urbain, voilà, ça se passe à Paris, et ce sont trois personnages qui sont des marginaux. Il y en a un qui est dealer, qui est voleur, il y en a un autre qui est un peu autiste, voilà, et puis il y en a un qui interagit avec les deux autres. Alors dans ce roman, l'apport de la voix que je montre par marque-page. Exactement, voilà. C'est génial. Vous montrez dans ce roman et vous montrez un marque-page. Expliquez-nous, parce que vous développez justement cette technologie. Voilà. Alors, cette technologie, elle permet en fait très simplement d'accéder au roman sans abonnement, sans création de compte et avec un paiement qui peut se faire d'une manière physique en librairie. Donc, c'est évidemment, les lecteurs peuvent choisir d'aller sur des plateformes, peuvent choisir des CD, mais ils peuvent aussi, du coup, avec ce moyen, choisir de sortir de la librairie et d'écouter sur leur téléphone, dans leur voiture en Bluetooth, directement l'ouvrage. Voilà. Et ils vont retrouver, avec cet ouvrage, le plus que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire une histoire qui est multifocale, c'est-à-dire chaque chapitre raconte l'angle de vue d'un personnage, et on a fait avec Yasha Brin, qui est le lecteur, le narrateur de cette histoire, donc l'auteur lui-même, un vrai travail. C'est un professionnel de la voix, il est formateur, et donc on a fait un vrai travail pour typer chacun des angles de vue, ce qui fait que voilà, on a quelque chose d'homogène à l'intérieur d'un chapitre, mais quand on change de chapitre, renforcé par une thématique musicale qu'on a ajoutée, on a quelque chose qui fait que l'auditeur plonge tout de suite dans l'environnement qu'on veut lui donner, voilà. Et ça, c'est un petit plus que peut apporter le livre audio. Voilà. Alors, on y reviendra justement, mais c'est ça, vous adaptez, c'est presque de l'adaptation en livre audio, et c'est pas de la simple lecture. Je pense que c'est une forme d'adaptation, en effet. C'est-à-dire que une adaptation audio, c'est clair, mais c'est vrai que c'est quand même, on reste quand même dans la lecture, c'est-à-dire qu'en général, on ne va pas trop jouer non plus, parce que pour des livres qui sont de 5 heures ou 8 heures, etc., ça fatiguerait un peu, voilà, s'il y avait trop de jeux, mais d'un autre côté, quand on dit on laisse le texte et tout, il faut quand même le faire vivre. Voilà, donc oui, c'est une... Il y a un vrai curseur, il y a un vrai curseur à positionner. L'adaptation, c'est parce qu'on le met à un autre format, on passe au sonore. Maintenant, on ne se permet pas de changer le texte. Mais c'est vrai que le sonore requiert un travail tout à fait spécifique. Et un coût aussi de production un peu spécifique. Oui, alors on peut y venir. Effectivement, nous on a voulu faire une offre un petit peu particulière dans le marché. Si vous voulez, on se situe entre les plateformes, voilà, le numérique qui va au travers d'abonnements, au travers de lectures où on fait payer le temps, faire des offres un peu moins chères. Donc nous, on a voulu essayer de se positionner un petit peu au milieu de tout ça en disant on a un achat à l'acte, mais on a un tarif un petit peu léger qui permet d'accéder. Voilà, donc on crée une marge, si vous voulez. On espère qu'il y a des gens qui vont se dire, voilà, à ce prix-là. Donc on les vend tous 10 €, nos livres audio. C'est pas très cher. Et ça permet à une certaine, voilà, où même si vous êtes lecteur, vous dites, ok, je peux essayer, je le connais moins, puisque nous on fait des titres un peu moins connus, on va chercher des romans un peu, voilà, des perles, des vrais coups de cœur, mais on aime, ça nous plaît de les offrir. Vous avez de la librairie, voilà. Et d'où le besoin qu'on a de la librairie, et puis cette idée de se dire, à 10 €, on peut peut-être se laisser tenter. Alors comment on produit ça? On est une jeune société, on a moins de frais de structure qu'une grosse entité. Voilà. Moi, je fais de la narration moi
moi-même, c'est parfois un élément qui nous permet en moyenne de baisser un petit peu les coûts. On a créé notre propre studio de production extrêmement simple, extrêmement... voilà, juste ce qu'il faut pour faire du livre audio, pas plus. Donc ça nous permet de tirer les coûts et d'offrir ce prix à 10 € pour chacun de nos ouvrages. Vous en avez... Oui, et vous en avez aussi deux autres sur des thématiques en fait un peu différentes mais très actuelles. Il y a Mauvais profil de Jérémy Hébré. Oui. Qu'est-ce que ça raconte? C'est sur les réseaux sociaux, c'est ça? Alors ça, c'est les réseaux sociaux. Alors c'est une problématique, effectivement, je disais, quand on flash un marque-page, on crée pas de compte, on ne laisse pas de données à qui que ce soit, vous voyez, hein, à la différence de ce qu'on peut faire sur d'autres plateformes. Eh bien, c'est le thème de Mauvais profil, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on laisse comme données sur les réseaux sociaux. Et alors Jérémy Hébré, il est allé chercher des trucs incroyables, qui sont tous véridiques, hein, mais il les a mis dans un roman, et évidemment, il a romancé ça, et au travers de ce qu'on peut ou de ce qu'on pourrait faire sur les réseaux sociaux, il a mis en scène un petit groupe de personnes dans une filiale d'un grand réseau social et qui vont mettre au point un algorithme, hein, intelligence artificielle, voilà, et donc ils vont faire du profiling. Et ils observent un autre petit groupe de personnes qui se trouvent être orléanais, donc on a des Parisiens, des Orléanais, on a deux groupes de personnes très différentes. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer, ils se rencontrent. C'est un petit peu explosif, si vous voulez, et on est tenu en haleine dans ce roman pour savoir comment ça va se passer. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que ce n'est pas du tout manichéen. Les deux groupes de personnes sont hyper sympathiques, on a envie qu'ils s'en sortent tous les deux de cette histoire compliquée. Et voilà, donc on est pendu au déroulement de l'histoire. Et néanmoins, on se pose quand même la question à la sortie, moi, est-ce que j'ai le bon profil? Et alors vous avez, moi je trouve ça génial, on peut présenter un livre comme ça sur un marque-page. Là c'est le... Flasher à l'écran du coup. Alors flasher à l'écran, je ne les ai pas activés encore ceux-là. C'est le naufragé, évidemment vous ne pouvez pas le lire, mais il y a tout en fait dans ce simple marque-page. Le naufragé de François Colcanap. Un petit résumé en 4e de couverture. Dans ce petit port de la côte atlantique, au tournant des années 1960, la vie est simple, rythmée depuis toujours par la mer et la pêche. Et Joseph, le narrateur, est un fils unique. Texte intégral, 3h15 d'écoute, et c'est vous qui l'avez lu, Fabrice Fontaine, vous en parliez, oui. ça vous plaît justement. Quel est le statut juridique? C'est une question d'un des auditeurs. Le statut juridique du lecteur pour le livre audio dans ce genre de cas? C'est un comédien? Oui, en général c'est un comédien qui est à la pige. Oui, un comédien. Spectacle, donc voilà. Beaucoup travaillent pour du doublage aussi, pour le théâtre, le doublage et puis le cinéma. Ouais. Et effectivement, on les rémunère au cachet. Et maintenant, aussi avec des pourcentages sur les ventes. Ouais. Donc voilà, être mis en place. Le naufragé sur marque-page. Et un autre marque-page. C'est intéressant ce roman parce que c'est La vieille dame qui voulait se jeter du rez-de-chaussée de Bruno Boniface. C'était un premier roman et en fait, vous avez décidé, il n'a pas extrêmement bien marché, et vous avez décidé un peu de le ressusciter, de lui donner une deuxième vie. C'est aussi ça. Le livre audio, c'est donner une deuxième vie à des ouvrages. Alors c'est vrai qu'on a deux possibilités. Soit on sort en même temps et le livre audio bénéficie de l'audience en fait qu'on va donner au livre à la sortie, au titre tout simplement. Soit alors on essaie, c'est ce qu'on essaie de faire, de peut-être donner une deuxième vue, une deuxième audience à des livres qui sont dans des fonds et que du coup l'éditeur va aussi nous proposer parce que ça peut lui donner une chance de revendre aussi du livre papier. Voilà. Et il y a une société qui s'appelle MyFairBook qui a décidé en fait de donner une deuxième chance aux livres en recommuniquant dessus, aux livres imprimés, hein, et en les vendant en fait, voilà, sur leur plateforme. Et nous, on trouve que on aime beaucoup en fait leur sélection, et donc c'est un vivier pour nous de titres qui n'ont pas eu le succès qu'ils auraient dû avoir en fait en librairie, et dans lequel on est tombé amoureux franchement d'un certain nombre de textes qui ont été comme ça détectés par MyFairBook, qui vendent. Voilà, on a pris contact avec eux, mais au fond finalement, nous, il suffit d'aller chez l'éditeur et
en général, l'éditeur, s'il a travaillé avec My Fair Book, pour les mêmes raisons, il aime bien travailler avec nous, en fait. Voilà. Et il nous accorde ces droits assez facilement. Et c'est comme ça qu'on a découvert La vieille dame qui voulait se jeter du rez-de-chaussée. Voilà, un livre extraordinaire qui a été écrit par Bruno Boniface. C'est son premier livre, parce qu'il est psychiatre. Il raconte un peu son expérience en la détournant, évidemment. Et bon, on a une petite vidéo, donc je ne vais peut-être pas tout raconter sur la vieille dame qui voulait se jeter du rez-de-chaussée. Alors on la verra plus tard, parce que vraisemblablement elle n'a pas été enregistrée, mais vous le disiez, hein, il est psychiatre, le narrateur partage son temps entre l'hôpital, son cabinet et sa vie intime. Il évoque ses patients, ses parents, son quotidien, ses doutes et ses propres fêlures. Ça, c'est la vieille dame qui voulait se jeter du rez-de-chaussée. J'aimerais revenir sur votre outil, votre technologie, ce fameux marque-page. Comment est-ce que vous faites pour que en librairie, le QR code ne soit pas scanné sans Alors être ça dépend payé? du libraire. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est qu'on ne présente que des marque-pages publicitaires qui en conduisent à un extrait, donc ça et du coup le libraire il a les marque-pages à vendre dans un tiroir, hein, parce que c'est tout petit, donc c'est facile. Donc ça c'est ce qu'on a fait en général. On peut imaginer d'autres choses, que le QR code soit un petit peu protégé dans quelque chose qui soit près de la caisse et qui fait que voilà, les gens ne le flashent pas tant que ça. Le libraire va nous dire en fait s'il y a un risque ou s'il n'y a pas de risque. Voilà. On peut aussi ne l'activer qu'à la vente. On n'est jamais allé jusque-là, mais on peut tout imaginer pour qu'effectivement il n'y ait pas un En tout cas, il y a une vraie relation justement avec le libraire. Oui, c'est important de voir comment le libraire veut faire en fait pour vendre ça. Merci beaucoup Fabrice Fontaine de Lille-Moi, et vous restez là évidemment pour agir et réagir. Jérémy Heim, rebonjour. Vous êtes ingénieur de recherche en psychologie du travail. Ah, c'était une autre vie. C'était une autre vie et c'était avant de créer les éditions du Penseur. Tout à fait. Avec un A exactement. Comme penser, voilà. Et pas E comme penser. Les éditions du Penseur, vous les avez aussi créées en 2019, je l'ai dit, 13 titres au catalogue, et donc là vous plongez dans la merveilleuse édition de livres audio, c'est ça? Comment est-ce que vous avez décidé de basculer dans l'audio, de vous lancer dans l'audio? Alors ça a été une décision presque à l'initiale du projet de la maison d'édition, où je souhaitais en fait explorer des formes narratives sur la façon de raconter des histoires. Et c'est vrai que ma première compétence est liée au texte, et donc on a commencé là-dessus avec 3 auteurs que j'ai rassemblés au sein de cette maison, donc Isabelle Hopi, Antonio Exposito et Gwen Guillain, qui ont été mon élan. Voilà, ne venant pas du tout du monde du livre, j'ai ressenti en fait au contact de leurs histoires, de leurs paroles, quelque chose qui a été nécessaire pour moi. Ça m'a mis en mouvement à vouloir l'apporter, cette parole-là, et de faire circuler leurs histoires en fait de main en main. Et avec le temps, de nouveaux projets sont arrivés, de nouveaux textes, de nouveaux auteurs, et puis toujours cette envie de faire entendre leurs paroles, de faire entendre ce qu'ils avaient à dire. Et en 2022, on a fait une campagne de financement participatif qui nous a permis en soi de réaliser notre premier livre audio, qui est en soi l'adaptation de L'homme qui n'aimait plus les chats. Voilà, donc le premier roman publié en 2019, le premier livre d'Isabelle Hopi, qui est notre plus gros succès à ce jour, qui est sorti en poche là au mois de mars. Et cette campagne-là nous a permis en fait de nous donner les moyens pour aller explorer aussi cet art en fait finalement de ce que c'est que créer aussi ces productions-là, où tout a été fait en interne, dans le sens où c'était moi en tant que réalisateur, producteur, avec un studio indépendant à Bordeaux qui nous a aussi accompagnés, un ingénieur son qui a été une mine d'or d'enseignement aussi sur tout ça. Je crois que justement vous avez un extrait vidéo sur ce titre-là. Un extrait vidéo, en plus de ça, d'enregistrement dans le studio. On voit Isabelle qui donne sa voix à son propre texte. On va aller dans les backstage justement de la production du livre audio de L'homme qui n'aimait plus les chats d'Isabelle Hopi. Regardez. L'homme qui n'aimait plus les chats. Chapitre 3. La femme de l'administration et le professeur avaient dressé une liste de tous les habitants de l'île.
Même le vieux du phare y était. Celui-ci, tellement collé à sa lampe, les gens du continent avaient vent de son existence uniquement parce qu'il allumait la lumière. Il savait son nom, sa date de naissance et tout ce qu'on met sur le papier pour payer les impôts. Si nous connaissions son nom, son âge en revanche, on s'en foutait bien. Il aurait pu souffler 150 bougies que ça ne nous aurait pas chamboulé la cervelle. En revanche, il possédait une histoire, comme nous tous, du genre qui ne rentre pas dans les lignes des formulaires administratifs, mais qui déborde des gens, même si la sienne était surtout une histoire de solitude. Une femme enceinte du second quand il avait pris son poste, le premier encore à moitié debout, à moitié dans les bras, puis la tempête et le grand qui est tombé malade, comme jamais. Une crise d'asthme, je crois. Il était fragile, son aîné. Pas de pédiatre ici. L'ancien docteur avait bien essayé ce qu'il pouvait avec les réserves de la pharmacie, c'était l'hosto qu'il lui fallait au gosse. Mais la mère, ce jour-là, ne laissait passer personne, pas même un petiot qui pouvait plus respirer. Ils ont attendu qu'elle se calme pour rejoindre le continent. C'était pas trop tard, mais pas loin. Le vieux Thomas, qui était moins vieux à ce moment, ne pouvait pas lâcher son phare, mais sa femme ne pouvait pas risquer son gamin. Elle n'est jamais revenue, même par temps clair. J'ai toujours pensé que le vieux ne quittait pas sa tour à cause de ça, comme s'il avait peur qu'elle se pointe juste le jour où il serait sorti acheter un pain. Quand c'est arrivé cette histoire, le médecin s'est mis à monter au phare chaque matin durant sa tournée. Comme ça, pour voir, pour ne pas le laisser seul. Des fois qu'il aurait eu envie de sauter prendre un bain dans les rochers. Il lui amenait à manger et des livres à aligner sur ses étagères. Il en collectionnait déjà pas mal de bouquins, mais bon, il aimait ça. Puis on s'est relayé avec le toubib. On dégotait tous un truc en trop, un pot de confiture qui ne rentrait pas dans le placard, un gâteau qui allait se perdre si personne ne le mangeait, un surplus de patates ou de carottes du potager, des invendus de la boucherie, de quoi remplir la soupière. Tant qu'on traînait par là, on avait bien 5 minutes pour papoter, pour jouer aux cartes, rester à dîner et préparer le repas, et de fil en aiguille, on l'a fait vieillir, notre gardien de phare. Un jour, il m'a dit que c'était pour ça qu'il avait quitté le continent. En ville, il se trouvait toujours collé aux autres, et pourtant, il n'était jamais entouré. Sur l'île et dans sa tour, il n'y avait pas plus isolé comme endroit, mais il ne s'est jamais senti abandonné. C'est vrai, on n'abandonne personne ici. Même chose pour Gwen, quand elle a perdu son mari. Elle a chialé à s'en arracher les yeux pendant 2 jours, je n'oublierai jamais, au point que les femmes lui avaient pris son Gaël pour lui éviter de servir d'éponge, et que j'avais amené Gwen chez moi pour lui permettre de pleurer en cachette. 2 jours, sans répit, j'ai bien cru la trouver comme un pruneau séché. Mais elle est forte, la Gwen, une vraie roche. Elle s'est relevée, elle a fait avec. Même qu'on se sentait con de ne pas l'aider plus, et encore plus con de faire comme avant. Mais elle ne nous laissait ni la consoler, ni la prendre en pitié. C'est ce qu'elle voulait. Et nous, on ne force rien, ni personne. D'abord parce que la Gwen était bien capable de nous souffler une tempête. Ensuite, il n'y a que la mer et le vent qui forcent les choses. Le temps aussi. Les hommes, ça ne se force pas, ça se tient par la main. Bon, parfois, faut une taloche, un peu comme avec notre homard de professeur, mais ça, ce sera pour plus tard. L'homme qui n'aimait plus les chats, c'est génial dans cette vidéo, on voit tout le backstage, les techniciens, c'est une vraie production et c'est un vrai outil de communication aussi, la vidéo. Alors, pour l'audio. En effet, on s'en est servi, donc c'était 1 heure de studio test en fait, qu'on avait fait avec Isabelle, où on avait utilisé aussi cet outil promotionnel pour appeler des contributeurs pour nous aider à produire vraiment, parce que voilà, entre le test et la réalisation, enfin, en 1 heure, c'est pas fait, le livre audio. Donc voilà, il y a besoin d'avoir des moyens, et voilà, donc Isabelle nous emmène sur son île, au large du continent, où les habitants vivent en harmonie avec la mer, avec les éléments, et surtout avec leurs chats, qui vont et qui viennent un peu comme ils veulent. Mais sauf que sur cette île, les chats vont disparaître du jour au lendemain sans la moindre explication. Et les gens en fait, de l'administration vont revenir avec de nouvelles bestioles qui aboient, que l'on doit tenir en laisse, mais ils nous disent que ce sont des chats.
Voilà, mais on ne va pas appeler un chien un chat. Ben voilà, c'est ce qui va se passer dans cette histoire. Il va avoir toute une réflexion sur la manipulation par le langage, sur la fragilité de nos libertés, ou comment une communauté, en changeant un seul mot, arrive en fait à perdre ce qui les reliait et à perdre en fait cette idée fondamentale qui est soit simplement la liberté d'être soi. Et donc voilà, une petite fable philosophique donc, portée par Isabelle Hopi à l'écrit comme à l'oral. Voilà, enfin la première édition qui était dans ce format-là en 2019 voilà, est totalement écoulée. Les 10 000 exemplaires qu'on avait tirés sont partis. Et voilà, on profite de cette suppression, de ressortir un grand format où le livre audio est intégré. Voilà, donc les libraires auront autant la version poche, dont voilà, en termes de prix, nous on ne peut pas être compétitif là-dessus. Folio fait un magnifique travail là-dessus, donc il est aussi prix Folio des lycéens 2023-2024. Et voilà, en juin sortira la version édition du penseur, grand format, avec le livre audio inclus, avec une grande proximité technologique que mon collègue. Et c'est assez étonnant, on voit que les nouveaux acteurs aussi innovent. Et c'est vrai qu'on s'était croisés aux assises de l'édition indépendante, on avait parlé. Et voilà, il y a des choses qui se ressemblent, voilà, avec la même intention. Tout à fait. Donc avec un livret intégré au livre papier, avec code de téléchargement où du coup le lecteur-auditeur pourra récupérer sur son smartphone, sur son ordinateur, dans ses MP3, comme il veut, le livre audio. Et un peu comme le CD qui vous était cher, finalement on retrouve un produit pour le livre audio. Voilà. Est-ce que le livre audio, c'est qui son concurrent le plus proche? Est-ce que c'est le livre numérique? Est-ce qu'il y a match entre la version numérique et la version audio d'un livre? Alors moi, je peux répondre très simplement, c'est que j'en sais rien. Parce que les livres aussi numériques n'ont pas été notre secteur à l'initial. Je suis digital native et pourtant j'ai toujours été très attaché et à la chaîne du livre, son circuit de diffusion-distribution et au support papier. Voilà. Donc on va petit à petit rentrer dans le livre numérique parce qu'on nous le demande, voilà, on répond à la demande plus que c'était une intention éditoriale que d'aller sur le créneau du numérique. Donc pour moi, c'est simplement des supports différents, mais le livre audio est un médium différent. C'est une autre expérience. Ça apporte quelque chose de différent par rapport au livre, qui en lui-même apporte quelque chose de différent par rapport à tous les autres médiums, que ce soit les films, que ce soit la bande dessinée, le théâtre. Enfin, tout ça, ce sont des expériences singulières. Je pense que enfin, le livre numérique, c'est le même acte de lecture, c'est-à-dire on lit avec ses yeux des caractères imprimés sur un autre support. Bon, et là, on a vu que ça s'était développé, il y a à peu près un peu plus de 30% des gens qui lisent en numérique chaque année, mais je pense qu'effectivement, il y a un peu plus de jeunes effectivement qui lisent des livres numériques, mais je pense que le livre audio est vraiment une autre expérience et qu'à ce titre-là, elle va attirer effectivement des gens qui aussi lisent en numérique parce que voilà, ils vont télécharger, enfin ils sont habitués à cette pratique, mais d'autres personnes qui n'ont rien à voir. Donc c'est vraiment un médium à part entière et une expérience à part entière. Je pense que le point commun, c'est, si vous voulez, l'appareil de l'auditeur ou du lecteur, hein, c'est-à-dire c'est sur son smartphone, c'est sur sa liseuse, il peut avoir les deux, voilà, mais ce sont deux expériences extrêmement différentes. L'intérêt pour le livre audio, c'est qu'effectivement, maintenant, tout le monde a un téléphone, tout le monde a un smartphone, ou presque, enfin voilà. Et donc, ça peut être extrêmement facile, et vos expériences sont très intéressantes à ce titre, c'est de dire, voilà, on peut trouver d'autres vecteurs, mais tout le monde a potentiellement un moyen d'écouter des livres audio. Après, on pourrait aussi imaginer, je ne sais pas si ça se fait, mais ça pourrait, qu'on écoute 3 chapitres le soir dans son lit qu'on regarde 3 chapitres le soir dans son lit sur sa liseuse et qu'on écoute le chapitre 4 à l'audio le matin en voiture. Pourquoi pas? Mais après, il faut synchroniser. Enfin bon, là, il y a besoin. Différents acteurs se parlent, mais pourquoi pas? Jérémy Heim aux éditions du Penseur, donc là vous vous lancez, vous allez éditer votre premier livre audio en juin, va en suivre 2 autres, on va écouter d'ailleurs un extrait du prochain, c'est La ville humide, c'est ça de Claire Dumas, c'est aussi lu par Claire Dumas. Ah, voilà, pour la première fois, c'est lu par une actrice, Thaïs Laurent. Thaïs Laurent. Et ben on écoute tout de suite Thaïs Laurent qui lit La ville humide de Claire Dumas. Sur mes poumons, je ne sais plus si c'est la caresse des écharpes de brume ou s'il me coule des chapes de béton.
Au coucher du soleil, le brouillard envahit tout. Et la bruine, chaque jour quand ce n'est pas des torrents, ronge la pierre à sa base. Grignote à petit, comme la maladie grignote maman. Et tout le monde s'étonne, rage, peste. L'homme est un grand sot qui a bâti la ville sur l'eau, en plein pays de brouillard. Mais ça, personne n'en dit rien. Peu m'importe. Je prends l'air au balcon. Je respire la ville humide. Je me débarbouille le teint et l'humeur. Akunza dit qu'on ne peut pas passer une vie comme ça. Moi, si jeune, emmurée. Une jeune femme sous la coupe d'un père alcoolique se confronte, impuissante à sa mère rongée par la maladie, mais un jour neuf et prometteur pointe à l'horizon. C'est La ville humide de Claire Dumas, et donc qui est élue par Thaïs Laurent. Et donc voilà, une petite nouvelle qui pour moi est une gourmandise, voilà, sucrée, qui nous emmène dans une ville qui ressemble beaucoup à Venise, une ville envahie par ces canaux, cette eau et cette humidité, qui a donné le titre du coup à ce livre, où on va suivre du coup une jeune femme qui écrit comme son journal intime sur justement son enfermement, parce qu'elle a cette particularité-là, cette jeune femme, elle est incapable d'emprunter la moindre rue pour quitter son environnement et quitter la ville humide. Et elle va faire la rencontre improbable d'un jeune homme qui est incapable de franchir le moindre seuil. Et donc de cette rencontre impossible entre quelqu'un qui ne peut pas rentrer et quelqu'un qui ne peut pas sortir, il va avoir quelque chose d'explosif, et ce jour neuf qui va lui permettre peut-être de quitter le brouillard, ou du moins le sien. Et voilà, pour une première fois, on a fait appel du coup à Norcompo, qui est aussi un prestataire sur des solutions numériques et aussi de livres audio, pour produire ce deuxième livre audio, avec du coup une narratrice, une actrice qui s'est occupée d'incarner, d'interpréter cette jeune femme, pour nous livrer sa voix justement dans Muret. Quelle est la relation avec les auteurs des ouvrages que vous avez quand vous leur proposez évidemment de passer leur texte en audio? Est-ce que c'est unanimement oui? Est-ce qu'il y en a qui ont des réticences, qui ont l'impression de se faire désapproprier leur texte ou D'abord, nous, on passe plutôt par les éditeurs, puisque c'est l'intermédiaire pour l'achat des droits. Mais la plupart du temps, d'abord, ils sont contents de nous vendre des droits. Les auteurs sont très contents, en fait, d'avoir cette autre vie de leur livre à l'audio et de cette incarnation. Et effectivement, certains demandent à écouter ou valider le casting. Et d'autres vont demander à lire leur texte. Par exemple, Pierre Lemaitre ou d'autres, Aurélie Valognes, etc. dit « Ah non, ce texte-là, c'est très personnel » ou « J'ai une très bonne expérience, j'aimerais beaucoup lire ». Et c'est eux-mêmes qui veulent donner vie. Alors, tout le monde n'en est pas capable, parce que chacun son métier. Je veux dire, il y en a qui écrivent, il y en a qui lisent, qui jouent. Mais quand un auteur n'a pas envie de se déposséder de son texte et sent qu'il peut l'incarner, c'est intéressant de l'écouter et de voir effectivement si c'est possible et de le faire. Mais il y a pas mal de questions sur le chat sur les aspects juridiques et évidemment financiers du livre audio, et la part qui revient aux auteurs, c'est évidemment plus lucratif pour eux, quoi qu'il arrive, non? Enfin, c'est plus intéressant, évidemment, qu'il y ait cette adaptation en audio. C'est un droit en plus, c'est un droit en plus. Après, ce sera des taux comme, je sais pas, quand on fait une édition de poche, évidemment, on en vend plus ou moins, mais je veux dire, voilà, c'est un revenu supplémentaire. Les droits vont être comparables, les droits genre 10% ou plus sur l'édition numérique, puisque le prix est un peu plus bas. Voilà, donc c'est des droits proportionnels. Il peut y avoir des avances ou pas, plus ou moins conséquentes en fonction de la notoriété de l'auteur. Voilà, mais donc c'est en fait dans la chaîne des droits, on est dans l'édition seconde, c'est-à-dire c'est du droit second. On en vient au dernier extrait audio que vous nous présentez ce matin, Jérémy Heim, des éditions du Penseur. C'est aussi un premier roman, Sorcier blanc de Mathieu Vivion. Le récit à vocation scénique sur les espoirs déçus des jeunes footballeurs, évoquant l'obsession de la gloire et de l'argent, ainsi que les rouages de l'univers footballistique. On écoute tout de suite un extrait de Sorcier blanc. Il espérait.
Il croyait en des rêves insensés et en des façons folles de les réaliser. Le football tissait le lien étroit qui pouvait exister entre la pauvreté qu'il vivait et les acrobaties fines qu'il lui fallait effectuer afin de s'en dépêtrer. C'était le soir et c'était le matin. C'était même toutes les minutes d'un après-midi quelconque et sans fin. C'était la route qu'il empruntait et qui, sans la moindre surprise, ne le mènerait nulle part. C'était surtout d'autres enfants qui jouaient, là, sur un bout de rue maquillé à la craie. Ceux-là, il leur suffisait souvent d'un ballon crevé et d'un t-shirt troué posé sur une bouteille en plastique pour s'imaginer des forteresses, mais imprenables. Et lui prenait alors l'habitude, le plaisir, le temps de voir les gamins s'animer en starlettes rapiécées d'un quartier trop... La voix de Mathieu Vivion qui lit son texte Sorcier blanc, paru déjà aux éditions du Penseur. Et donc là, vous faites une déclinaison. En janvier du coup 2023, c'est la rentrée littéraire de cette année, un premier roman. Et il ne fait pas que lire, hein. Selon moi, il incarne, il interprète. Et il est surtout aussi accompagné de Francesco Beucci à la guitare, qui a lui aussi fait un travail d'écriture sur l'accompagnement sonore. Ce n'est pas uniquement une lecture musicale, comme on a pu entendre cette guitare, cet arpège, où chacun des personnages, quand ils arrivent, ils ont chacun leur gimmick musical avec leurs intonations, leur gamme, pour aussi évoquer une certaine forme d'émotion par rapport aux différents personnages. Et donc ce texte-là avait vocation dès le départ à être performé sur scène. Donc il y a aussi toute une génération de nouveaux auteurs qui cherchent également à la lecture performance, que ce soit dans un registre poétique ou autre. Et là, en tout cas, Mathieu avait, dès le départ, dès l'origine, l'idée de porter la voix de son propre texte. Et donc on a travaillé, même avec lui, pour la production du livre papier, cette question de la voix, cette question justement de cette performance-là. Donc on a beaucoup lu en fait l'histoire au moment même du travail d'accompagnement éditorial. Et dans la continuité finalement de ce travail-là, on a du coup mis en place même un spectacle où Mathieu et Francesco vont sur scène, en médiathèque, en théâtre, pour du coup offrir aussi au spectacle cette approche, une nouvelle approche en soi de transmission de cette histoire-là. Et donc l'extrait qu'on a entendu était aussi un extrait promotionnel. Et en septembre, on va du coup produire le livre audio. Donc avec aussi une exigence de réécriture sur le contenu pour que ce soit bien adapté, bien écrire également la musique pour que les deux soient vraiment en lien organique. Voilà, pour nous emmener au Burkina Faso à la rencontre d'un jeune Burkinabé. Avec toujours le même concept, grand format, texte plus déclinaison audio. Du coup, pour L'homme qui n'aimait plus les chats, on a écoulé toute la première édition. Donc on réédite un format papier avec justement le livre audio inclus. Pour celui-ci, je ne pense pas qu'en septembre on aura écoulé tout le premier tirage, mais qu'en tout cas on va pouvoir le proposer autant sur les plateformes d'un côté, en numérique, en digital, mais aussi en format livre audio achetable en espace de vente, en librairie, voilà, sous ce format-là, avec cette charte graphique aussi qui est un peu particulier pour la collection livre audio aux éditions du Penseur, où voilà, c'est des carrés qui ressemblent à des CD et où le titre en fait déborde du livre. C'est l'idée d'avoir ces mots, ces paroles-là qui débordent en fait de leur format initiaux, qui sont, voilà, on ne peut pas limiter ces paroles en fait à du papier, quoi. Il faut que ça aille plus loin. Merci beaucoup Jérémy. Aim des éditions du Penseur. J'aimerais qu'on revienne, on avait discuté de redonner une deuxième chance à des livres papier qui n'avaient pas forcément fonctionné. Grâce à l'audio, c'était le cas avec vous Fabrice Fontaine et La vieille dame qui voulait se jeter du rez-de-chaussée. Un premier roman de Bruno Boniface dont nous avons une vidéo que vous nous avez apportée et qu'on regarde tout de suite. L'Île-moi présente La vieille dame qui voulait se jeter du rez-de-chaussée de Bruno Boniface, lu par Christophe Roblin, avec l'aimable autorisation des ateliers Henri Dougier. C'est un roman tourné sous la forme de courtes chroniques psychiatriques
On y côtoie le narrateur, un psychiatre qui fait ce qu'il peut dans son cabinet, à l'hôpital et dans le reste de sa vie. On y croise des personnages qui ne vont forcément pas trop bien, comme cette maman qui n'a pas vu grandir son petit garçon de 30 ans, ou ce papa devenu alcoolique après que son fils a rejoint le djihad. Si vous avez envie de savoir ce qui se passe dans le cabinet d'un psychiatre ou dans un hôpital ou un service de psychiatrie, soit vous consultez, soit vous vous faites hospitaliser, soit vous lisez La vieille dame qui voulait se jeter du rez-de-chaussée. Chez Lille Moi, nous avons adoré ce livre, trouvé grâce à MyFairBook, et nous avons décidé d'en faire la version audio, enregistrée par Christophe Roblin. Si les fragments de vie qui ont inspiré ces pages sont imaginaires, ils puisent leur source à des événements réels, arrivés à l'oreille d'un psychiatre parce que survenus à un moment particulier d'une vie, au profit d'une fragilité passagère ou d'une vulnérabilité plus constante. Quiconque y reconnaîtra des parcelles de sa réalité trouvera les repères si brouillés que nul ne saura l'identifier. Et, s'il prête à sourire, ces fragments de vie inspirent surtout compassion et tendresse à l'égard de notre condition d'humain. Les médecins ne sont pas censés aimer les patients qu'ils soignent. C'est pourtant fou ce qu'il leur ressemble. Voilà, on a pu voir, donc là c'était La vieille dame qui voulait se jeter du rez-de-chaussée de Bruno Boniface. On a pu voir quelques éléments de livres audio, la diversité de production. Finalement, reste cette question, comment est-ce que le libraire, on l'a évoqué, mais peut être un acteur majeur de la diffusion du livre audio? Valérie Lévy-Soussan. Alors, je dirais que sous forme numérique, les libraires maintenant ont des plateformes et pourraient mettre en valeur mieux les livres audio qui souvent sont mélangés avec les éditions numériques, etc. Je pense qu'il y a un travail sur les plateformes, en fait, sur les plateformes libraires pour mieux, et qui est en train de se faire. Il y a aussi des initiatives entre librairies et plateformes pour permettre aux libraires de vendre des abonnements à des livres audio. Et ça, je sais qu'il y a des projets dans ce sens. Et sinon, effectivement, en librairie, alors il y a pour la jeunesse, je sais qu'il y a des petites boîtes à histoire, il y a des nouveaux supports, effectivement, qui peuvent porter le livre audio. Au niveau des CD, c'est garder quand même, avoir un rayon. Les livres audio, ils se vendent aux personnes âgées et beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément malvoyantes, mais ont des dégénérescences maculaires, etc. Et donc, voilà, c'est un objet de cadeau, et c'est toujours un objet de cadeau important, et on le voit très bien à la fin de l'année ou même avant les vacances. Enfin, donc il faut savoir, voilà, à quelle clientèle on peut s'adresser. Effectivement, des personnes âgées, des gens très jeunes avec les livres CD, etc. Et puis à la bibliothèque et médiathèque du coin, puisque là, en bibliothèque, médiathèque, c'est vrai que le livre audio reste quand même un objet un peu coûteux. Hein. On est au niveau du livre grand format, on n'est pas au niveau du livre de poche, sauf les vôtres, mais c'est vrai que voilà. Et là, donc, les médiathèques, les bibliothèques se constituent et gèrent des rayons de livres audio, parce que c'est là que ça commence. Et les jeunes, quand ils ont commencé à en écouter, ils allaient en emprunter en bibliothèque, en médiathèque, etc. Et ça, c'est une façon très importante. Il y a aussi le prêt numérique en bibliothèque, PNB, dont une part revient aux libraires. Donc les libraires sur le numérique audio, ils vont gagner une marge aussi. Mais ce qui est important, c'est cette relation, cette capacité de conseil qu'a le libraire. Et s'il a présent à l'esprit que, tiens, on peut conseiller ça, mais qu'il y a une autre expérience, qui est une expérience d'écoute, c'est vraiment inestimable. Fabrice. Je suis absolument d'accord avec tout ce que vous venez de dire. J'ajouterais qu'il y a quelque chose qu'on peut apporter aux libraires, qui est la rencontre, finalement. Les libraires vivent aussi par l'événement, par la capacité de rencontre avec des auteurs, ou pourquoi pas avec des narrateurs, dans le cas du livre audio. Et donc effectivement, une rencontre autour d'une lecture qui va peut-être pas forcément être très longue, ça peut redynamiser la vente du livre papier ou du livre audio, ou des deux. Et je pense que voilà, ça c'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir chez Lille Moi. On va faire une lecture avec l'auteur de Mauvais Profil à Orléans en juin prochain. Et je pense que c'est quelque chose qu'on veut vraiment généraliser, aller dans les librairies
pour aider les libraires à expliquer à leurs lecteurs le plaisir qu'ils vont avoir en fait à écouter cette bien écouter des livres qui vont à des lectures même courtes. Hein. Voilà. En gros, il faut en un quart d'heure, on peut se faire une idée du livre. Ouais. Et donc là, c'est des voilà, je pense que ces événements sont une double opportunité de vendre du livre papier et du livre audio et pourquoi pas des deux. Voilà. Moi, de mon côté, depuis que je fais du livre, hein, depuis 2019, je me suis soumis à la loi du libraire. Il m'aime pas, je suis pas chez lui. Donc, je dirais que la seule façon de développer en fait ces productions dont personne ne parle, voilà, qui sont pas mainstream, qui osent aussi aller explorer des marges, bah, c'est de le ressentir. Donc déjà, bah voilà, oser aller écouter, oser de se saisir de ces objets voilà, qui ressemblent à tous les autres objets comme les livres ou ces livres audio et plonger dedans. Et que s'ils sentent leur cœur battre, bah, voilà, il faut y aller. Donc en fait, c'est qu'en éprouvant la pertinence de ces contenus-là, je pense qu'ils y trouveront un intérêt pour qu'en fait, ils ne se fassent pas s'engloutir que par les plateformes. Enfin, je vends pas sur Amazon, moi, mes livres papier. Ça a été, voilà, je faisais pas de numérique, je faisais pas de livres sur Amazon. Il y avait déjà une intention de se dire que c'est par la librairie, qui sont des réseaux de diffusion qui servent à un territoire, qui servent aussi voilà, les passeurs d'histoire sont essentiels. Hein, c'est pas pour rien qu'ils étaient commerce essentiel pendant la pandémie. Donc du coup, moi je crois à ça, donc les rencontrer, nous écouter, peut-être nous donner un petit peu plus de temps aussi sur ce nouveau produit-là, avec ces nouvelles façons peut-être de partager également les histoires. Ouais. Je retiendrai ça, Jérémy Heim, écouter le cœur qui bat du livre audio. Merci à vous d'avoir participé à cette émission, à ce riche échange. Merci à vous de l'avoir écouté. Vous pouvez évidemment retrouver ce webinaire en replay sur le site internet de Livre Hebdo et à bientôt sur livrehebdo.fr.